Bonjour à tous, bienvenue dans Parlement Hebdo, 45 minutes pour faire le tour ensemble de l'actualité politique et parlementaire avec à mes côtés Mickaël Zamès. Bonjour Marion. Bonjour. Dans les titres cette semaine, l'UMP choisit son nouveau président. C'est la fin ce week-end d'une longue campagne interne entre Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire et Hervé Mariton. Dernière ligne droite. C'est le rendez-vous incontournable des maires. L'AMF tenait son congrès annuel cette semaine porte de Versailles. Entre réforme des rythmes scolaires, la baisse des dotations et les nouvelles cartes de France, nos maires ont le blues et l'ont fait savoir. Il y a 40 ans débutaient les débats sur la loi Veil. À cette occasion, un téléfilm revient sur le combat de Simone Veil. C'est le plus de l'hebdo. Et à l'Assemblée, les députés ont voté une proposition de résolution pour réaffirmer le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Notre invité cette semaine pour commenter toute cette actualité, Christian Jacob, bonjour. Bonjour. Vous êtes député UMP de l'Oise, le président de Seine-et-Marne. De Seine-et-Marne, le député évidemment de Seine-et-Marne, et le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Vous connaissez le principe de cette émission, il y a un portrait qui est réalisé. Ce portrait est réalisé par les parlementaires eux-mêmes qui vont parler de vous. Je vous propose de les écouter et on revient juste après pour en discuter. Le calme des vieilles troupes ancré dans le terroir. Ça, c'est Christian Jacob, qui a énormément de qualités et qui, véritablement, est souvent méconnu. Mais il est clair que c'est un excellent président de groupe. Je ne dirais pas qu'il est sectaire, parce que je ne crois pas qu'on puisse dire que dans ses prises de position, ce soit animé par le sectarisme. Mais en revanche, défense un peu intransigeante des membres de son groupe. Et puis, c'est pas facile tous les jours d'être président du groupe UMP quand on sait toutes les divisions qu'il y a eu au sein du groupe UMP. Christian Jacob, pour moi, c'est la fidélité en politique. Nous ne partageons pas les mêmes convictions, mais c'est quelqu'un que je respecte parce qu'il est fidèle à Jacques Chirac, à qui il doit, je crois, une grande partie de sa carrière. Humainement, j'ai beaucoup de respect pour lui pour cette raison. Je voudrais revenir sur cette question de fidélité. Vous avez été fidèle à Jacques Chirac, vous étiez fidèle également à Jean-François Copé. Vous restez toujours fidèle à Jean-François Copé? Oui, bien sûr, les liens d'amitié. Alors, les relations entre Jacques Chirac et Jean-François Copé sont différentes, bien sûr. Différentes. Pour Jacques Chirac, à la fois une admiration énorme, un très grand respect, et puis effectivement beaucoup d'amitié. Jean-François, c'est un ami de combat politique. On a une relation qui est différente, mais qui est aussi très amicale et qui le reste, bien évidemment. La fidélité, ça paye en politique aussi? Oui, le sujet n'est pas là, on l'est ou on ne l'est pas, fidèle. Bon, voilà, on n'oublie pas ses amis, on passe... la vie politique est difficile, elle est dure, on donne des coups, mais on en encaisse un tueur beaucoup. En politique, on a beaucoup entendu cette phrase. Oui, je ne suis pas convaincu de ça. Je suis pas convaincu de ça. En revanche, il faut se tenir sur quelques lignes. Et les liens d'amitié, moi, vous savez, j'ai conservé mes amis de syndicalisme. Il y a 25 ans que j'ai quitté le syndicalisme. J'ai conservé d'autres sur les bancs d'école. Je crois à cette valeur de l'amitié. Alors, évidemment, la semaine commence par un lundi. Et le lundi, le président de la République tient ses promesses. François Hollande avait promis de revenir chaque année à Florange, en Moselle. Promesse tenue, le chef de l'État qui a rappelé ses promesses à l'égard du site symbolique malgré la fermeture des hauts fourneaux. Je vous propose d'écouter François Hollande et on revient pour en discuter tout de suite après. Tous les engagements ont été tenus, aussi bien les engagements en matière de reclassement, les engagements en matière d'investissement et les engagements en matière de recherche publique. C'est ce que j'ai voulu démontrer. Et si je viens chaque année, c'est pour faire la démonstration que non seulement la parole est tenue, mais qu'on peut aller même plus loin. Promesse tenue, dit le président de la République. Moi, je voudrais aussi aller un petit peu plus loin, comme l'a dit le président de la République. Il y a eu Gandrange pour Nicolas Sarkozy, il y a Florange pour François Hollande. Ce sont des symboles très forts pour le quinquennat de ces deux présidents. Florent, des promesses tenues et non tenues. Oui, finalement. parce que quand on entend François Hollande dire promesses tenues, bon, il revient chaque année à Florange. Bon, j'ai noté qu'il était obligé de passer par une porte dérobée parce qu'il semble que tous les salariés, les anciens salariés du site n'étaient pas convaincus du reclassement. Donc, bon, ce qui relativise les choses. Bon, disons qu'il y aura au moins une promesse de tenue, c'est que chaque année, il fera un détour, certes par une porte dérobée, mais il ira à Florange. C'est une opération de communication? Oui. Bon, c'est aussi quand même le symbole de ces usines qui ont fermé, que ce soit à Gandrange, à Florange pour les hauts fourneaux. C'est quand même deux symboles très forts des quinquennats. Hein.
Oui, non, mais bien sûr. L'industrie ne fonctionne plus, on ne peut plus fonctionner de la même façon. Oui, alors ça, c'est un autre sujet qu'on peut ouvrir. Effectivement, on a un problème de compétitivité, de coût du travail et d'une nécessité de réforme de structure. Ce que je veux dire, c'est qu'il a été symbolisé par Nicolas Sarkozy comme par François Hollande. Ce que je veux dire par là, c'est que sur le coût du travail, qui est un sujet majeur en France, on ne peut pas le résoudre par un claquement de doigts. On n'a pas une mesure et puis ça y est, ça va être réglé. Il y a besoin de temps, mais il y a besoin d'action pour diminuer ce coût du travail. Or, le reproche que l'on fait, que je fais à François Hollande, à son gouvernement, c'est de n'avoir porté aucune réforme de structure qui vise à baisser le coût du travail. Rien sur les retraites, rien sur le temps de travail, rien sur le financement de la protection sociale. Sur ces sujets... Il a ouvert les chantiers. Il n'y a rien, aucune réforme, aucune. Nicolas Sarkozy en a porté, peut-être pas suffisamment, et on peut lui faire ce reproche, et moi je l'accepte volontiers, et j'en suis solidaire, puisque j'étais aussi président du groupe parlementaire à ce moment-là, donc je suis complètement solidaire de Nicolas de cela. Sarkozy est aussi quelque part le vôtre. Oui, mais tout à fait, bien évidemment. On l'assume collectivement. Sur les retraites, il fallait allonger la durée de cotisation. On est passé de 60 ans à 62 ans. Je pense que ça n'est pas assez, qu'il faut mettre l'âge légal à 65 ans. Sur le financement de la protection sociale, on a essayé de le basculer sur l'assiette TVA, c'est-à-dire ce qui permettait de baisser le coût du travail, c'est-à-dire d'arrêter de financer la protection sociale uniquement sur le travail. Donc ça permettait de redonner du salaire, d'augmenter le salaire net et de baisser le coût du travail pour les entreprises. Mais on l'a voté trop tard. Et donc on a un certain nombre de reproches à suivre. Simplement les réformes de structure, Nicolas Sarkozy les a fait vraiment. Pas suffisamment, peut-être trop tard, mais les a engagés. François Hollande, rien depuis 2 ans et demi. Alors justement, réforme de structure. Mardi, à l'Assemblée nationale, se sont dessinés les contours d'une nouvelle carte de France. Et c'est une carte de France à 13 régions. Vous allez la découvrir. Les députés ont adopté la réforme territoriale en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Un vote serré. Jeudi, la commission mixte paritaire qui réunissait députés et sénateurs a échoué. Le texte va donc à nouveau être examiné par les sénateurs et l'Assemblée devrait ensuite adopter la version définitive d'ici la fin de l'année. Christian Jacob, on a envie de dire tout ça pour ça. Est-ce qu'il n'y a pas de la perte de temps? Est-ce qu'il ne faut pas rationaliser le travail parlementaire, toutes ces navettes que l'on voit de ce texte? Non, mais le fond du problème, c'est qu'encore une fois, c'est une opération de communication. Aucune réforme de structure. Nous avons aujourd'hui quatre strates de collectivité. La commune, l'intercommunalité, le conseil général, le conseil régional. Nous avions engagé une réforme de structure, de fond, qui visait de ramener ces 4 strates à 3 strates. C'est-à-dire en créant le conseiller territorial, on aboutissait à terme à la fusion des 2 collectivités, régions... Il a été supprimé. Non, mais attendez, je voudrais juste aller... Ça prend 30 secondes. Nous étions engagés sur cette réforme de structure qui visait donc à fusionner départements et régions. On se retrouvait donc avec 3 strates. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que de 4 strates de collectivités, on passe à 3? Non. Est-ce qu'on reste à 4? Non. On en crée une 5e. C'est-à-dire que vous allez avoir la commune, l'intercommunalité, le conseil général, le conseil régional et les métropoles. Donc on baisse les dotations aux collectivités et on en crée une de plus. Ce qui fait donc que les collectivités n'ont plus de financement pour investir et donc tout cet argent ne sert qu'à financer du fonctionnement pour du fonctionnement. C'est une hérésie, cette réforme, c'est n'importe quoi. Mais ces régions, elles vont dans le sens de l'Europe, de grandes régions plus puissantes. Mais le sujet n'est pas là, le sujet c'est d'aller dans le sens du contribuable. Est-ce que cette réforme apporte quelque chose? Oui ou non? Il n'y aura pas d'économie. Elle est catastrophique. Il n'y aura pas d'économie parce qu'on crée une strate de plus. Et en plus, on diminue les dotations. Donc, ce qui veut dire que les collectivités auront moins de capacité d'investissement. Et c'est du fonctionnement pour du fonctionnement. On va distribuer des passes. C'est une usine à gaz. En plus, au-delà de ça, on n'a même pas défini les compétences. Mais ça va arriver un petit peu plus tard. Mais attendez, c'est ce fiche du monde. Définir une collectivité. Non, mais bien sûr, mais définir un périmètre de collectivité et en disant ce qu'on y fera, on verra après. L'important, c'est de créer une collectivité de plus. Allons-y. Non, mais c'est vraiment le socialisme dans tout ce qu'il a de plus pervers. Mais ils essayent d'avancer quelque part aussi. Je ne vais pas faire leur défenseur, mais je propose ce que dit Manuel Valls. Il dit nous sommes dans le camp des réformateurs. Vous êtes plutôt dans le camp des conservateurs, ceux qui ne veulent rien faire bouger, de rester figés
Qu'est-ce que vous dites? Mais je dis qu'il ne fait aucune réforme. C'est la fuite en avant. Monsieur Valls, tant qu'il s'agit d'être dans le verbe, il est très courageux. Dans l'action, il est inexistant. Qu'est-ce qu'il fait comme réforme? Il crée une collectivité de plus. Vous croyez qu'on manque de collectivités en France? Qu'on a besoin d'en rajouter des strates avec toujours un coût supplémentaire? Ces métropoles, elles vont vivre de quoi? De l'argent du contribuable. Donc encore des taxes supplémentaires, encore des impôts supplémentaires et aucune capacité d'investissement. Qu'est-ce que vous ferez, vous, à Provins, par exemple? Vous serez obligé d'augmenter les impôts locaux? J'essaye d'éviter de le faire. J'ai fait partie des villes de plus de 10 000 habitants qui ont baissé les impôts sous le précédent mandat. Et j'ai un objectif de tenir, de ne pas augmenter les impôts, mais c'est effectivement... Alain Juppé a très clairement dit devant l'AMF, devant l'Association des maires de France, je n'aurai pas le choix, on sera obligé d'augmenter les impôts locaux. Moi, je vais essayer d'éviter de le faire, mais je n'en suis pas convaincu, puisque en baissant les dotations et en créant une collectivité, une strate de plus, c'est vraiment n'importe quoi. Allez, on va avancer, on va passer au mercredi. Dernière ligne droite pour les candidats à la présidence de l'UMP. Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire, Hervé Mariton, ils sont trois sur la dernière ligne de départ. 3 hommes pour un poste, la présidence de l'UMP. Tous ont des propositions différentes. On voit ça avec Elisa Bertholomé. Il veut reprendre le parti en main et tout changer à l'UMP. Grand favori, Nicolas Sarkozy a pourtant à peine précisé pendant sa campagne ses projets pour l'après-élection. Changer de nom, supprimer les courants, créer un grand parti regroupant la droite et le centre. Oui, mais peu de détails supplémentaires. En meeting, Nicolas Sarkozy parle de la France, presque comme s'il candidatait à la présidence de l'Élysée et non à celle de l'UMP. La grande formation politique moderne que nous allons faire émerger ne sera pas qu'une grande force d'opposition, elle sera une grande force de proposition, d'imagination, face aux grandes mutations du monde, à toutes les crises qu'elle engendre et à toutes les chances qu'elle offre aux audacieux. Et vous verrez, mes chers amis, qu'ensemble, nous allons réussir de grandes choses. Bruno Le Maire, lui, a choisi une autre manière de faire campagne. Devant des salles plus petites, le candidat défend sa doctrine, le renouveau. Des idées, des élites, des pratiques. Mais contrairement à son rival, lui veut garder l'UMP sans alliance avec le centre. Je veux qu'on garde le nom de l'UMP, c'est très important. C'est quand même ça que les militants UMP vont trancher. Est-ce que le 29 novembre, ils gardent l'UMP, ce que je propose, ou est-ce que l'UMP disparaît? C'est quand même pas un choix anecdotique. Est-ce qu'on assume ce que je veux, un positionnement de droite, avec des idées de droite pour l'UMP, ou est-ce qu'au contraire, on essaye d'aller vers une fusion avec l'UDI, le centre, pour faire un grand ensemble qui n'est pas très clair? C'est des choix absolument fondamentaux. Le credo d'Hervé Mariton, la transparence dans la gestion du parti. Et pour se démarquer de ses rivaux, le candidat outsider rappelle que lui n'a jamais été rattrapé par les affaires qui minent l'UMP. Moi, je dis les choses de manière très claire. Il faudra aller au bout, assurer une complète transparence. Et en même temps, ça n'est pas le seul sujet de l'avenir de l'UMP. J'ai aussi cette force, évidemment, de dire que des 3 candidats, je suis le seul des 3 à ne pas avoir été en affaire avec Big Malion. Ça, c'est une réalité concrète. Et une fois qu'on a dit cela, pour l'essentiel, on s'attache à l'avenir. Sur un point au moins, les 3 candidats s'accordent. Aucun ne s'est officiellement déclaré comme candidat à la primaire pour 2017, pour l'instant. Et cette élection à la tête de l'UMP, c'est notre Zoom de la semaine. Frédéric Dabi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur département d'opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP. Quel regard vous portez sur cette campagne de l'UMP? Est-ce une campagne honnête, contrairement à la dernière? C'est une campagne qui s'est passée, qui s'est plutôt bien passée, qui a été marquée par le retour de Nicolas Sarkozy sur la scène politique, par une campagne très longue et très efficace de terrain de Bruno Le Maire, par un Hervé Mariton qui a réussi à imposer son thème, le mariage pour tous. La seule fois où les 3 candidats ont été ensemble, c'était lors du meeting du Sens commun. Et puis, bon, cette campagne restera aussi marquée par ce qui s'est passé à Bordeaux, les sifflets qu'a connu Alain Juppé. 260 000 adhérents à peu près, plus ou moins, qui vont devoir voter ce week-end. Impossible pour vous de faire des sondages. Mais tout à fait. Il faut avoir l'honnêteté de dire qu'on ne peut pas faire de sondage. Pour faire un sondage, il faut un fichier. Donc les sondages qui sont faits
par quelques instituts, mais pas par l'IFOP, sont faits auprès des sympathisants. Pour pouvoir faire un sondage efficace, il faut avoir le fichier des adhérents de l'UMP. Ce n'est pas possible. Les questions posées, là, sont des questions de préférence auprès des sympathisants. Donc rien n'interdit une surprise, Christian Jacob. Ah, bien sûr, c'est les militants qui décident. Vous y croyez, vous? À quoi? À la surprise? Je ne sais pas, ça dépend ce que l'on entend par là. Je sais que vous avez décidé de ne pas donner votre choix de vote personnel. Il y a quelque chose quand même, quelqu'un vous a surpris pendant cette campagne? Un des candidats? Non, moi je trouve qu'on a eu l'analyse de Frédéric Dabi est parfaite, c'est-à-dire qu'on a effectivement une campagne qui s'est bien passée. D'abord, au-delà, alors il peut toujours y avoir quelques phrases un peu malheureuses ici ou là, mais d'abord, ça n'a pas émané des candidats, plus souvent de leur entourage que des candidats eux-mêmes. Ils ont parcouru la France, chacun avec leur tempérament, leurs convictions. Sur le fond, objectivement, il n'y a pas de grande différence. C'est plus des différences de personnalité et de tempérament et d'expérience. Voilà. C'est Bruno Le Maire, vous êtes d'accord? Comment? Oui, c'est vrai. Bruno Le Maire qui crève l'écran? Non, Bruno Le Maire, parce que la presse, globalement, disons-le, avait pas envie peut-être de revoir Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Et donc, il y a eu les candidats qui se présentent en outsider ont été beaucoup plus portés médiatiquement que Nicolas Sarkozy. Donc vous voilà. dites Bruno Le Maire, candidat des médias? C'est un peu ce que vous dites. Beaucoup plus porté, effectivement, médiatiquement, mais c'est aussi révélateur de quelque chose. Hein. Simplement... De quoi? Révélateur de quoi? Est-ce qu'il n'est pas porté aussi par une envie de renouveau au sein du parti? C'est ce qu'on entend chez les sympathisants, les militants de Bruno Le Maire. On verra sur les militants. Attendons samedi soir. Vous savez, moi je suis beaucoup plus prudent que cela. Mais il y a eu, effectivement, parce que personne au départ n'attendait peut-être Bruno Le Maire comme candidat à cette élection. Donc du coup, il y a eu un soutien assez large de la presse. Disons, si on prend le nombre de papiers, bon, par rapport à Hervé Mariton, moi je pense qu'Hervé Mariton est sous-estimé dans les résultats que l'on entend. Je sais gré à l'IFOP de ne pas rentrer dans des sondages, parce qu'effectivement, les sondages ne veulent rien dire. Dans la mesure où on n'a pas un fichier, on n'a pas un corps électoral défini, un listing, il est très compliqué de faire un sondage. Mais couramment, on caricature Hervé Mariton sur le mariage pour tous. Moi, je l'ai comme collègue parlementaire, ça fait partie des piliers de l'Assemblée. Parce que c'est quelqu'un qui est sur tous les sujets, qui est très, très pointu techniquement et qui est très travailleur, que l'on voit beaucoup dans l'hémicycle. Et je pense qu'il peut avoir une reconnaissance peut-être plus importante qu'on avec un score plus haut. Il y a quand même eu un événement à Marion. Oui, il y a une image qui a quand même marqué cette campagne. Ce sont les sifflets samedi dernier à Bordeaux, sifflets contre Alain Juppé dans son propre fief. Écoutez. Plus que jamais convaincu de la nécessité d'un large rassemblement de la droite et du centre si nous voulons battre le Parti socialiste face à la montée du Front national. Je répète, l'UMP a été constituée sur la base de l'union et du centre et je continuerai à militer pour ce rassemblement de la droite et du centre. Frédéric Dabi, cette image, elle a marqué cette campagne. À qui elle nuit? C'est vrai qu'elle a marqué. C'est vrai que c'est l'acte lourd de cette campagne. C'est vrai qu'elle préfigure le futur affrontement, sans doute, des primaires entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Et c'est vrai que Bruno Le Maire a plutôt bien exploité cet événement, puisque même si c'est le seul qui a osé affronter directement Nicolas Sarkozy, il n'est jamais apparu comme le diviseur et il a exploiter cet événement en se disant le rempart à la future guerre des chefs. Et n'oublions pas ce que les sympathisants, je parle bien des sympathisants UMP, redoutent, c'est la réactivation des querelles de personnes. Ils ont connu Chirac-Giscard, ils ont connu Sarkozy, Dominique de Villepin, Copé-Fillon en 2012. Ils ne veulent pas, je pense, un affrontement Juppé-Sarkozy. Mais c'est vrai que c'est peut-être le premier acte de ce qui commencera peut-être dès le 30 novembre, c'est-à-dire cette course d'1 an et demi à la primaire UMP.
Juppé-Sarkozy, ça peut être là aussi la guerre des chefs. Sur les sifflets, je pense qu'il faut aussi relativiser les choses. À partir du moment où on est dans la vie publique, qu'on va dans des salles publiques, on affronte ça. Moi, je viens du syndicalisme. Vous savez, j'étais pendant 15 ans, 17 ans leader syndical, des assemblées chaudes où on se fait secouer. Ça arrive. Oui, visiblement, la Juppé, ça lui a pas plu du tout. Mais bien entendu que ça ne fait pas plaisir. D'accord, mais dans la vie... il dit que c'est un traquenard. Mais dans la vie... Dans la vie politique et publique, ça nous est arrivé à tous. C'est arrivé à Nicolas Sarkozy, c'est arrivé à certains moments à Jacques Chirac. Tous les leaders politiques connaissent cela. Et donc il faut être un homme d'État pour pouvoir affronter ça? Non, il faut tout simplement relativiser et ramener les choses à ce qu'elles sont. Parce qu'anime Nicolas Sarkozy en meeting a quand même dit, pour rajouter un petit peu, un homme politique digne de ce nom n'a pas peur de se confronter aux idées des autres. Et là, il évitait tout simplement, encore une fois, Alain Juppé siffler dans cette salle à Bordeaux. Non, mais enfin... Moi, je vous dis, tout cela, bon, c'est toujours regrettable, mais en même temps, relativisons les choses. Oui, allons un petit peu plus loin, parce que finalement, celui qui est visé là-dedans, c'est François Bayrou. C'est cette alliance de François Bayrou avec François Hollande. Il ne bénéficie pas d'une grande popularité auprès des militants, et on peut comprendre pourquoi. Frédéric Dabi, c'est cette primaire. Et toute la question maintenant va se poser sur l'après, sur le lendemain de cette élection. C'est d'abord, vous avez raison, c'est d'abord les contours de cette primaire UMP. Est-ce que les électeurs centristes vont aller voter massivement? Il y a aussi une certaine obsession de Nicolas Sarkozy sur François Bayrou. Alors c'est vrai que François Bayrou a appelé à voter pour François Hollande, mais il faut dire aussi qu'une majorité des électeurs François Bayrou de premier tour ont voté pour Nicolas Sarkozy au second tour de l'élection présidentielle. Et la stratégie de Juppé qu'on voit dans les premières enquêtes pré-présidentielles, bien sûr, elles ne veulent rien dire. Bien sûr, on est très loin de l'échéance. C'est que Alain Juppé mord très largement sur l'électorat Bayrou 2012, ce qui lui permet d'être pour l'instant le seul à pouvoir contrer Marine Le Pen au premier tour. On dit même que c'est le candidat de la gauche. C'est possible, ça? Oh, ce n'est pas très sérieux de dire ça. Le clivage gauche-droite, et je pense que Christian Jacob me le confirmera, existe quand même fortement en France. Et une gauche existe, même avec des difficultés. François Bayrou, il a sa place dans une primaire? Écoutez, c'est à François Bayrou de nous dire s'il se reconnaît dans les valeurs de l'UMP ou pas. Non, mais attendez, mais c'est à lui de nous le dire. François Bayrou a appelé à faire battre Nicolas Sarkozy, à faire élire François Hollande. Écoutez, s'il a changé d'avis, qu'il le dise, mais qu'il le dise clairement. Moi, vous savez, là aussi, sur ce que représente François Bayrou, moi je le vois à l'Assemblée. Bon, Modem, c'est un député, il y a 200 députés UMP. Donc, si François Bayrou dit oui, j'ai fait une erreur, je me suis trompé, j'aurais dû soutenir Nicolas Sarkozy et je me reconnais dans les valeurs de l'UMP, bon, on verra. On va d'abord attendre qu'il le dise. On va d'abord attendre qu'il le dise. Merci beaucoup, Frédéric Dabi, pour nous avoir éclairé sur cette élection à l'UMP. Et cette semaine, les maires de France tenaient leur congrès. Le congrès des maires de France s'est ouvert cette semaine sur fond de grogne, d'économie. À trouver, bien évidemment, le Premier ministre est venu quand même faire quelques annonces, détails et réactions. Mounir Sosi. Manuel Valls attendu de pied ferme par les maires de France et par le nouveau président de leur association. François Barouin s'est montré très offensif pour son premier discours. Manuel Valls se devait de répondre par une annonce phare et c'est sur les rythmes scolaires que le Premier ministre a voulu rassurer les élus. Nous avons donc décidé que l'aide de l'État au développement des activités périscolaires sera pérennisée au-delà de l'année 2015-2016. Autrement dit, le fonds d'amorçage sera désormais un fonds de soutien aux communes. Soit une enveloppe annuelle de 400 millions d'euros. Le Premier ministre a aussi annoncé un renforcement du soutien aux politiques locales de logement. Dans les travées, les avis sont mitigés. Des annonces, on n'en a pas eu beaucoup. En fait, on a eu juste la pérennisation du fonds d'amorçage, c'est tout. Bon, mais ça, on le savait plus ou moins puisque ça avait été évoqué lors des débats. Ça va tout à fait dans le bon sens. Bon, c'était un projet qui était très très ambitieux. Il faut le prendre comme tel. J'ai l'impression que le Premier ministre ne comprenait pas les rôles et les missions des maires, comment ils vont évoluer par rapport aux baisses des dotations. Je crois qu'il le sait, mais il n'a pas voulu le dire de façon très claire. Pour ses premiers pas à l'AMF, François Barouin réclame une réunion d'urgence sur les finances locales. Un appel entendu. Manuel Valls donne rendez-vous aux maires début 2015 pour une nouvelle négociation. C'est vrai qu'on a senti les maires très très en colère, Christian Jacob. Vous aussi, vous êtes un maire en colère?
Oui, on est en colère parce que, je vous dis, autant les économies, elles sont à faire partout, et il n'est pas choquant que les collectivités doivent en faire, bien évidemment, mais ce qui se passe là, réduire les dotations et créer des collectivités de plus, c'est trop vite, vraiment... trop fort, trop, a dit Alain Juppé. Pas le citer tout le temps, mais c'est un peu ce qu'il a dit devant le Congrès. Oui, enfin, c'est surtout une réforme qui ressemble à rien, la réforme portée par le gouvernement. C'est surtout ça. Avec les 11 création, milliards de dotations qui sont supprimées, oui, en créant... Concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous, les 11 milliards de dotations en moins en tant que maire? Oui, comment vous allez faire chez vous? Concrètement, moi, c'est une diminution de ma capacité d'investissement. Et à partir de là, les conséquences, elles sont directes sur les kilomètres de voirie que je vais faire en moins sur mon budget l'année prochaine, sur des recrutements qui auraient pu être prévus, on va essayer de rationaliser. C'est essentiellement sur de l'investissement que l'on va réduire les choses. Donc moi, je pense qu'il y a un effort à faire dans les collectivités. Sur le statut de la fonction publique, c'est une vraie réforme de structure à porter, réduire le nombre de strates, et encore une fois, ce n'est pas en regroupant les régions, le sujet c'est de réduire le nombre de strates de collectivités, parce qu'à chaque strate, vous avez un exécutif, vous avez un coût de fonctionnement, vous avez des financements supplémentaires attribués, donc c'est autant qui ne va pas aller à l'entreprise de BTP par exemple, du secteur. Voilà. Sur les bâtiments, sur les grands travaux qui ont lieu à l'heure actuelle, on les arrête? On les supprime? Qu'est-ce qui se passe? On décale souvent, mais donc quand on les décale, ça veut dire concrètement on ne les fait pas dans l'année. Et donc la conséquence directe, c'est que le carnet de commandes des entreprises de BTP va diminuer. C'est-à-dire un carnet de commandes qui était plein il y a de cela 2 ans encore, il y avait pratiquement 1 an d'avance de travail. Ils sont passés à 6 mois, on est plutôt à 3 mois. Et une PME qui a 3 mois, le moindre incident, le moindre impayé, elle s'effondre. Et la conséquence directe, c'est celle-là. Et l'autre thème qu'on a abordé lors du Congrès des maires de France, c'est évidemment les rythmes scolaires. Le point de friction. Le point, c'est exactement ça. Manuel Valls a très clairement annoncé que le fonds serait pérennisé. C'était un fonds d'amorçage, ça devient un fonds pérenne. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une victoire symbolique que vous obtenez là auprès du Non, Premier la ministre? victoire symbolique, c'était de retirer cette réforme qui n'a pas de sens. Cette réforme, vous voyez, dans une ville comme la mienne, à Provins, c'est 6 points de l'équivalent de 6 points d'impôt ménage. Donc alors, je ne vais pas augmenter les impôts, mais en revanche, il y a des dépenses que je faisais que je ne ferai pas. Donc, vous voyez ce que ça représente, 6 points d'impôt ménage, et finalement, pour avoir quoi? Pour augmenter le temps en études surveillées, pour augmenter le temps en garderie. Qu'est-ce que ça va apporter de plus aux enfants, si ce n'est de se lever une journée de plus par semaine de bonne heure, tôt le matin mais pour aller à l'école? la question était une question économique, parce que vous vouliez l'argent pour que ça puisse fonctionner. Non, moi je ne voulais pas de cette réforme. Et oui, nous ne voulons pas de la réforme. Ensuite, le financement, c'est toujours de l'impôt. Vous savez, le contribuable, c'est le même, c'est la même poche, qu'on la prenne au niveau local ou au niveau national, c'est la même poche. Donc là, qu'il y ait une dotation, tant mieux, mais je veux dire, c'est pas ça l'intelligence que devait avoir ce gouvernement. Et ce que devait faire Manuel Valls en arrivant à Matignon, c'était retirer cette réforme. Ça, c'était du bon sens. C'est un maire, il devait bien mesurer l'intérêt. Pourquoi il ne l'a pas fait, selon vous? Mais parce que ce gouvernement s'est enfermé dans cette doctrine de dire, voilà, j'ai lancé une réforme, je vais au bout, mais c'est n'importe quoi. Vous savez, c'est très rare d'avoir une réforme qui fasse l'unanimité contre elle partout. C'est-à-dire que les enseignants sont contre, les chefs d'établissement sont contre, les maires sont contre, les parents d'élèves sont... Si. Tous les maires sont à 90%, les maires sont contre. Ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait contraint et forcé en disant, bon, de toute façon, il y a les financements, on va le faire. Mais on le fait avec de l'argent public. Pour apporter quoi aux enfants? Qu'est-ce qu'il y a de plus à la fin? Rien. On va passer à un autre thème, on va revenir à l'Assemblée nationale qui essaye aussi de se réformer. Moins de questions écrites, moins de nuits blanches. Les députés se penchent sur le règlement de l'Assemblée nationale. C'est en tout cas une résolution présentée par le président de l'Assemblée, Claude Barthelone. Alors pour résumer, il y aura des collaborateurs auront un statut. Les séances se termineront à 1h du matin maximum. Et le nombre de questions écrites sera limité par député. Qu'est-ce que vous pensez de ces réformes, Christian Jacob, vous, le président du groupe UMP? Stop à l'inflation. Tempête dans un verre d'eau. C'est de la réformette. Pourquoi? On ne change pas grand-chose. D'abord, limiter le nombre de questions, moi je trouve ça choquant. C'est le droit fondamental, comme le droit fondamental d'amendement, c'est un droit d'un parlementaire. Alors, qu'il y ait eu une inflation. Oui, globale, mais on observe surtout que le gouvernement, l'exécutif, méprise le Parlement.
Et c'est là que moi j'attendais le président de l'Assemblée nationale, qu'il oblige le gouvernement, conformément à notre Constitution, à être responsable devant le Parlement et à répondre aux questions qui sont posées par les députés. Ces questions, normalement, il y avait une procédure qui était celle d'urgence, c'est-à-dire lorsqu'un président de groupe signalait une question, on devait avoir une réponse dans les 15 jours. Le gouvernement n'en tient plus compte. Et il fallait que le président de notre Assemblée rappelle à l'ordre ce gouvernement qui est en plein dérapage et ces ministres qui n'assument plus leurs responsabilités. Peut-être qu'ils devraient faire un peu moins de com et être un peu plus au travail, les ministres. Mais alors justement, par exemple, sur la question des séances de nuit, elles sont limitées jusqu'à 1h du matin. Alors symboliquement, on ne verra plus les députés travailler à 3h du matin, mais derrière, il y a aussi une question financière, c'est 48 millions d'euros d'économies. Oui, dans certains cas, mais derrière, il y a aussi une question financière, 38 millions d'euros d'économies. Ça va dans le bon sens. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Simplement, je pense aussi qu'il serait beaucoup plus simple de beaucoup moins légiférer. Le nombre de textes, mais qui sont... Mais ça valait aussi quand oui, vous oui, enfin, pouvoir, là, on est en train de tout dépasser. Le texte Macron, on nous annonce 164 articles, mais c'est n'importe quoi. Si M. Macron a envie de se lancer dans la littérature, qu'il écrive un roman. C'est l'organisation du travail parlementaire. Non, il n'y a aucune réforme de structure. Et un texte de 164 articles, c'est n'importe quoi. D'abord, si M. Macron avait été élu une fois dans sa vie, je pense qu'il serait un peu plus raisonnable. Et encore, s'il a envie de se lancer dans l'écriture, qu'il fasse autre chose. Peut-être qu'il a d'ailleurs des talents d'écrivain, on verra. Mais en tout cas, il n'a pas de talent de législateur, c'est le moins qu'on puisse dire. Il porte une réforme sans aucune concertation, où on va avoir des phrases pour ne rien dire, donc qui permettent, à partir du moment où on commence à... Quelle sera l'attitude de l'opposition à l'Assemblée nationale cette fois sur ce genre de texte? Vous ferez de l'opposition systématique? On va attendre de voir le texte. Parce que c'est aussi, on vous rend un petit peu le miroir, on vous le tend cette fois. Est-ce que vous faites de l'opposition systématique sur un texte à 164 articles? Mais ça dépend des textes, ça dépend ce qu'il y aura dedans. Or, je sais qu'un texte de 164 articles, ça n'est pas un texte, c'est de la prose, c'est de la littérature, pour ne rien dire, pour essayer d'exister, pour occuper le temps. Comme M. Macron, en mal de notoriété, il est très soucieux de son image, il se dit avec 164 articles, ma foi, je vais durer un peu à l'Assemblée, donc je vais avoir de l'image, donc on me verra. Vous êtes dur avec le nouveau ministre de l'économie. Oui, parce que, vous savez, ses premières réflexions et son entrée en politique n'a pas été glorieuse. Et je suis toujours très sceptique sur l'arrivée des personnalités qui viennent de la société civile. C'est pas bon? Je pense que non. Je pense que lorsqu'on a... Vous-même, vous venez de la société civile. Oui, mais lorsque l'on a l'honneur, oui, mais avant d'être ministre, j'ai d'abord été député, j'ai d'abord été maire. Et ensuite, je suis devenu ministre. Et je pense que ces ministres qui n'ont aucune expérience de terrain, aucune expérience locale, ne savent pas ce que c'est que des attributions de logements, ils ne savent pas ce que c'est que de mettre en place un plan local d'urbanisme, ils ne savent pas ce que c'est que de gérer une crèche, que de gérer une halte garderie, ils n'ont aucune expérience. Donc ils ne doivent pas devenir ministre. Je pense que c'est rarement couronné par la réussite. Il y a quelques expériences, il y a quelques cas où ça a été, mais ils sont rares. Revenons sur le travail parlementaire. Mardi prochain, les députés vont se prononcer sur la reconnaissance de l'État palestinien. Cette résolution de reconnaissance incite le gouvernement à reconnaître l'État de Palestine en vue d'obtenir un règlement du conflit. Les précisions avec Ahmed Tazir. C'est une assemblée divisée qui va voter la reconnaissance de l'État palestinien. Le texte invite le gouvernement à reconnaître l'État de Palestine en vue d'obtenir un règlement définitif du conflit. À l'initiative de la démarche, la présidente de la Commission des Affaires étrangères, pour qui rien n'est pire que le statu quo. La situation sur le terrain est d'abord extraordinairement violente, très tendue, et c'est précisément parce qu'il y a un blocage complet des négociations, parce que la colonisation continue au point de compromettre l'idée même d'une solution à deux États, qui pourtant, nous le savons, est admise par la communauté internationale et par le gouvernement israélien lui-même comme étant la solution pour la paix. Ce vote a un élément déclencheur de paix, c'est l'avis du chef de file du groupe socialiste. Nous voulons, par ce texte, après que d'autres pays l'aient fait, provoquer un sursaut pour la paix. Valoriser ce qui se passe aujourd'hui dans les territoires palestiniens, valoriser ce qui se passe en Israël et les prises de parole qui disent « ça ne peut pas continuer comme cela ».
À gauche, le texte sera soutenu avec enthousiasme par les écologistes et le Front de gauche. Des votes similaires viennent d'avoir lieu au Parlement britannique, au Sénat irlandais et au Congrès des députés espagnols. Différence en France, l'opposition en grande partie ne soutient pas la démarche. Les députés UMP oscillent entre la non-participation au vote et le vote contre. Il n'appartient pas au Parlement français de reconnaître un État quel qu'il soit. C'est une question qui est laissée à notre exécutif. Et donc si le président Hollande veut prendre cette responsabilité, qu'il la prenne. Même si je reste favorable à la reconnaissance de l'État palestinien, je trouve que l'équilibre n'est pas trouvé dans la motion. À l'UDI, on laissera les députés voter comme bon leur semble, alors qu'au Front National, Gilbert Collard votera contre et Marion Maréchal-Le Pen pour. La question doit faire l'objet d'un débat ce vendredi et d'un vote solennel mardi prochain. Qui dit vote solennel dit scrutin public. La position du vote de chaque député sera donc connue. Christian Jacob, quelle sera la consigne de vote UMP? Consigne, globalement, aujourd'hui, on a 90% des députés UMP qui sont opposés à cette résolution, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la reconnaissance d'un État, ça relève de l'exécutif. Et donc, adopter ce type de résolution, c'est affaiblir la voix de la France. Soit le président de la République tient compte de la résolution et à ce moment-là, sa voix est affaiblie puisqu'il est enfermé dans une position du Parlement, soit il n'en tient pas compte et à ce moment-là, cette résolution n'a aucun intérêt. Donc cette résolution n'a aucun intérêt parce que François Hollande ne tiendra pas compte. Je ne sais pas ce qu'il en fera. C'est la traduction d'un président faible, avec une voix qui n'est pas portée, contrairement à tous ses prédécesseurs, du général de Gaulle à Nicolas Sarkozy, en passant par François Mitterrand, qui ont souvent été en initiative sur ce dossier, mais qui l'ont été en tant que chef de l'État. Là, on a un président de la République qui n'existe pas, et donc qui se dérobe sous une résolution débattue en catimini. Attendez, un sujet comme celui-là, l'UMP a 15 minutes de temps de parole. À quoi ça ressemble d'aller traiter cela un vendredi matin de cette manière? On est clairement, et conformément à nos institutions, dans la responsabilité directe du président de la République qui ne l'assume pas, et donc c'est pour ça qu'on a cette résolution. Deuxième élément. Deuxième point, nous sommes tous unanimement, tous les députés UMP, sans exception, favorables à la reconnaissance des deux États et à la coexistence des deux États, mais au terme d'un processus de paix clairement abouti. Il est clair que ce processus de paix n'est pas abouti aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous refusons cette résolution. Donc voilà, 90% des députés sont opposés, et alors... Nous verrons mardi comment nous allons procéder. Certains me disent, moi je refuse de la cautionner, donc je n'irai même pas voter, parce que je ne cautionne pas ce système. D'autres disent, moi je veux vraiment marquer mon désaccord et j'irai voter contre. Bon, voilà vous savez ce que vous allez faire? On le définira. Je suis président du groupe, mais je vous le dirai mardi. C'est mardi. Ça vous engage aussi bien sûr, bien évidemment, mais simplement, moi je m'engage d'abord avec mes collègues parlementaires, je suis leur président, et c'est dans ce cadre-là que je prendrai mes engagements. Mais comme Israël dit... Mais de toute façon, ce sera en opposition à cette réforme, à cette résolution. Nicolas Sarkozy dit, par exemple, il faut voter contre. Il appelle les parlementaires qui lui sont fidèles à voter contre. Ça vous embête que l'ancien président se mêle du débat? Non, je pense que si quelqu'un est légitime pour parler de ce sujet, c'est bien Nicolas Sarkozy, parce qu'il a été, lui, en initiative, contrairement à François Hollande. Et lui ne s'est pas dérobé de ses responsabilités sur une résolution parlementaire. Allez, on va passer encore une fois à l'Assemblée nationale qui a examiné cette semaine une autre proposition de résolution. C'est le plus de l'hebdo qui est consacré aux 40 ans de la loi Veil. C'est l'une des avancées majeures des droits des femmes. Il y a 40 ans, la loi Veil était adoptée. Elle aboutissait à l'IVG. France 2 a diffusé cette semaine un téléfilm qui retrace le parcours, le combat de Simone Veil. Simon Barbary l'a vu pour vous. Il vous résume ce documentaire. Sous les traits de Simone Veil, Emmanuel DeVos retrace le combat de l'ancienne ministre de la Santé pour faire adopter la loi, celle qui, il y a 40 ans, a légalisé l'interruption volontaire de grossesse. 3 jours et 2 nuits d'une bataille acharnée à l'Assemblée nationale. C'est l'argument et la temporalité de cette fiction historique, intitulée « La loi » bien sûr. Madame le ministre, dans tous les cas, si nous perdons la gauche, il n'y a pas le compte. Et on rentre chez nous. Pour trouver des solutions au lieu de paniquer. Vous connaissez mieux que moi les arcanes de cette maison. Mais j'ai peur que si nous La peur, laissez-la aux femmes qui prennent des bus pour avorter. À tout à l'heure.
Chignon, tailleur, gestuelle, intonation, la ressemblance avec l'ancienne ministre est frappante. La ressemblance avec notre époque aussi. Si la légalisation de l'avortement a profondément transformé la société française, un tel geste où s'implique morale, éthique, religion, libertés individuelles ou encore droits des femmes ne pouvait que déchaîner les passions en 1974. 40 ans plus tard, cette retranscription historique parfaitement documentée ne semble pas avoir pris une ride. La baisse de notre natalité nous laisse présager la même dégradation profonde dont la France a tant souffert. Que dis-je? Dont elle a failli périr. Le film a choisi de contourner la personnalité de Simone Veil et son sens politique pour se concentrer sur les débats législatifs et sociétaux qui précèdent sa loi. Un parti pris justifié. Chaque année en France, plus de 200 000 femmes ont recours à l'IVG. La loi est adoptée. Et cette semaine, l'Assemblée nationale examinait une proposition de résolution pour réaffirmer le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse. C'est un texte très symbolique, 40 ans après la loi Veil. Vous l'avez co-signé, Christian Jacob. Est-ce que vous avez reçu, comme toute une série de vos collègues UMP, des mails d'anti-IVG, ce lobbying puissant qui s'est exprimé juste avant la signature de cette résolution ? Pas à ma connaissance, mais si j'en ai reçu, je n'ai pas été très attentif. Moi, je considère que c'est une formidable avancée pour les femmes. En revanche, bon, est-ce qu'il fallait le commémorer par une résolution? Bon, ça sert à quelque chose, ces propositions de résolution? Objectivement, non. Objectivement, non. Je pense qu'on aurait pu le commémorer différemment. Moi, je suis très attaché à la loi Veil. Encore une fois, je considère que c'est une avancée formidable pour les femmes. Maintenant, on a eu le sentiment que la gauche voulait s'accaparer cette loi, et c'est ça que je trouvais un peu désobligeant. Mais bon, est-ce que ça apporte quelque chose de plus? Est-ce que ça retire quelque chose à la loi Veil? Non. Bon. C'est la raison pour laquelle je l'ai signé, mais je pense qu'on aurait pu faire différemment pour commémorer le 40e anniversaire de cette grande loi. Aujourd'hui, on sait que les femmes rencontrent encore des difficultés pour avorter, que le sujet est encore tabou. On le voit avec toutes les pressions, le lobbying que vous avez reçu. Est-ce que justement, il fallait célébrer, est-ce que ce n'était pas cette occasion nécessaire de célébrer la loi Veil pour réaffirmer ce droit des femmes? Non, moi je pense qu'il était important, 40 ans après, de le faire. Ça ne me choque pas. Mais de le faire par une résolution où un groupe politique essaye de l'accaparer, bon, voilà, c'est ça que je trouve un peu regrettable. Et dans votre groupe politique, ceux qui ont voté contre? Ils l'ont fait avec les convictions qui sont les leurs, qui sont tout à fait respectables, mais qui sont encore un débat quelque part sur la famille. Non, qui sont très minoritaires au sein du groupe, très minoritaires. Un mot sur la famille. Mais toutes les convictions sont respectables. Simplement, 95% du groupe soutient cette résolution. Christian Jacob, un mot sur la famille. Le Conseil d'État se penche aujourd'hui sur la circulaire Taubira qui accorde la nationalité française aux enfants nés de gestation par autrui à l'étranger. Si le Conseil d'État valide cette circulaire, quelle sera la réaction de votre groupe, de l'UMP? Moi, je suis opposé à cette reconnaissance. Parce qu'à partir du moment où on reconnaît effectivement la nationalité française, ça veut dire que de fait, on va vers une reconnaissance de la GPA. Et je reste opposé à la marchandisation du corps des femmes. Ensuite, on va se trouver dans une situation très compliquée parce que, vous le savez comme moi, tout le monde, tous les couples homosexuels n'ont pas tous la capacité d'aller à l'étranger, de trouver une mère porteuse. Donc c'est le début de la GPA, c'est ça? Donc c'est le début de la GPA. C'est pour ça que je reste opposé. Je considère que cette circulaire est illégale et j'espère qu'elle sera... Mais elle ne reconnaît pas la filiation, cette circulaire, elle ne donne pas de livret de famille, c'est la nationalité. Oui, mais de fait, on rentre dans l'engrenage, c'est-à-dire comment vous pouvez accepter la GPA et ne pas reconnaître l'adoption après. À partir du moment... Une porte ouverte. La porte est ouverte, oui. Voilà, c'est ce que je pense. C'est pour ça que je me suis battu contre cette circulaire. Merci beaucoup, Christian Jacob, d'avoir participé à notre émission Parlement Hebdo. Merci Marion. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Merci.